va donc pouvoir attaquer la suite, mesdames et messieurs, de notre topic qui, là pour le coup, va être un peu plus dense. Ça va certainement être voilà, les gros sujets qu'on veut aborder. Le récap, là pour le coup, on pourra peut-être certainement faire des condenser un petit peu. Mais là, le gros de la patate, sachant que ça fait déjà 1 heure que vous êtes avec nous, ça va être donc 15 jours plus tard. Où est-ce qu'on en est? Dans le sens, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le jeu est sorti début septembre. Il y a déjà eu auparavant 2 Alpha Labs avant cette bêta fermée, mais on va considérer que tout ça est un peu mis de côté, même si on va pouvoir faire un petit rewind quand même de ce qui s'est passé depuis le mois de septembre. Mais globalement, Chaf, ça fait 2 semaines que 2XKO est sorti, ça fait 2 semaines qu'on se la bute. Ça fait 2 semaines que moi je mets des coups de croc avec Warwick en espérant pouvoir faire des trucs intéressants avec Ilaoi. Spoiler, la synergie est ok en double assist et c'est tout. Sinon c'est un peu compliqué, mais il y a des trucs rigolos à faire, notamment avec les tentacules, mais jouer d'autres persos si vous voulez gagner. Ou alors juste attendre que ça se développe suffisamment. Mais globalement, toi, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu en penses? D'autant plus que toi, tu as une perspective qui est intéressante, c'est que au-delà forcément de voir la dose, tu as aussi ce qui se dit du côté des US qui sont beaucoup plus actifs que nous sur un petit site qui s'appelle Reddit. Qu'est-ce que tu as à dire globalement? Ok, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il faut pas oublier le background de Ischio a été développé grosso modo en 10 ans. C'est pas exactement ce qui s'est passé, mais il a été reset plusieurs fois. Il y a eu pas mal de passages de choses. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un des jeux en tout cas, c'est le jeu de combat, je pense, en tout cas en 2025, le plus attendu ever. Donc on n'a jamais eu ce type d'attente en dehors d'un Street ou d'un Tekken. On n'a jamais eu ce type d'attente sur un jeu de combat. Parce qu'on attendait réellement que Riot passe très très fort en point de vue compétition. Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des créateurs et des éditeurs multitâches. Ils ont déjà fait un jeu de cartes, ils ont déjà fait un jeu de tir qui d'ailleurs, en dépit de toutes les attentes, en tout cas au moment de sa sortie, si je dis pas de bêtises, a fini par ne pas faire un four malgré les prédictions. Le jeu est aujourd'hui dans les jeux de tir les plus stylés de l'époque. Yep. Il y a toujours des soucis, hein. Mais en soi, Valo, et je pense que ça va être la même sur DSKO, à tout moment, il aurait pu faire un four. Donc, assurer un succès parce que c'est Rito derrière ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais c'est quand même, il faut quand même pointer le fait que Riot met la patate en point de vue communautaire, en point de vue. Moi, je pense que c'est plus la patte des frères Canon derrière qui se sont dit bon. C'est bien de parler aux grosses teams. En attendant, ils ont signé un contrat chez Riot Games, donc fondamentalement, c'est Riot Games. Hein. Tu peux effectivement personnifier l'exercice, mais voilà. Bon. Donc, a priori, oui, ça aurait pu faire un four, Chaf. Mais pour l'instant, c'est pas un four. Pourquoi? Pour l'instant. C'est pas un four. Et ça risque peut-être de ne pas l'être. Mais du coup, pourquoi? Qu'est-ce que toi, tu observes qui fait qu'on considère que c'est pas un four? L'attente joue. Mais surtout, la surprise du fait de voir que c'est un entre guillemets bon jeu fait surprendre pas mal de gens en fait. Il y a pas mal de gens qui se disaient ouais bon ça va être un énième truc à la Marvel. On a déjà 36 jeux à la Marvel qui vont sortir cette année et qui vont sortir en 2026. On pense à Dokkan bien sûr. On pense à Dokkan, on pense à Massive Versus, blablabla. Tout à fait. Donc pourquoi se casser la tête? Et en fait non, c'est l'aspect compétitif d'un jeu fait par Riot inspire beaucoup de gens et inspire énormément de personnes dans la communauté à essayer de choper le sac, quoi, de choper au maximum la compète et puis d'être compétitif, d'être présent, de potentiellement en faire son métier. De toute façon, là, c'est de plus en plus le cas dans n'importe quel jeu de baston et encore plus particulièrement sur DSKO, mais les gros joueurs maintenant ils ne se le cachent pas. Okay, maintenant, ils veulent en faire un métier, ils veulent en faire quelque chose de lucratif, ils veulent doser au maximum le jeu, pas d'un point de vue communautaire, mais d'un point de vue sportif, d'un point de vue e-sportif même. Oui, après donc, là, tu es en train de parler d'un 0,1% qui serait capable d'aller gratter, les c'est ce 0,1%, mais c'est ce 0,1% là qui va drain l'intégralité de la commu autour du jeu. Ah bah bien sûr, s'ils ont une force d'impact de communication, c'est sûr que ça va beaucoup aider. Ça c'est logique. Énorme. C'est logique. Après, je pense qu'on n'a pas forcément que l'aspect scène compétitive à prendre en considération. Et puis surtout, il faut aussi revenir, moi je pense, sur l'origine, sur tout ce qui a été fait comme taf accompli sur le jeu. C'est que le jeu est bon. Il faut déjà dire la vérité. Au lieu de penser même d'ailleurs à la com, etc. et tout, je veux dire,
fondamentalement, ce qui s'est passé du côté de Warner Bros. Quand ils ont sorti Multiversus, merci, il y avait un paquet aussi qui avait été fait de leur côté, parce qu'ils ont d'énormes moyens. En attendant, le jeu n'a pas fonctionné. Là, ce qui fonctionne... Le jeu a fait un four. Le jeu a fait un four. Là, en l'occurrence, il y a plein de choses qui ont été prises en considération. Déjà, je pense qu'en effet, tu peux mentionner les frères Cannon qui sont déjà intégrés depuis longtemps dans la scène de jeux de combat et donc forcément qui sont capables de comprendre les attentes. Il y a eu du consulting auprès de joueurs pro. On rappelle que Leffen a fait partie de l'équipe. Il y a également eu du Sajam qui a été pendant longtemps aussi dans le boulot. Yes. Voilà, donc il y a plein de personnes dans les coulisses qui savaient à peu près de quoi faire. Et ils ont eu la possibilité de dire, les gars, va falloir que vous sachiez vous appliquer pour que vous puissiez penser aux gens qui vont faire vivre votre jeu. Donc déjà, ça, c'est un gros taf qui a été fait. Parce qu'il y a eu du consulting de la part de joueurs actifs, oui, donc les FN, Sajam, etc. Mais il y a surtout des gens, donc des joueurs, des gros joueurs de jeux de combat pendant des années, qui sont dans la dev team. Et on va parler de Combo Fiend. Combo Fiend, le créateur de Warwick. Combo Fiend, le créateur de Warwick. Et quand on voit comment se débrouille, comment je joue Warwick, il respire Combo Fiend à puissance 1000. Il a des coups comment s'appelle ce perso, un perso de Bionic Commando, je me souviens plus. Ouais, je me souviens plus. Je laisse ton expertise. Il a des Spencer. Voilà, c'est ce que je cherchais. Il est un gros main de Spencer. Il y a des moves de Spencer. Il a un gros main de Wolverine. Quelle surprise! Quelle surprise! Mais le personnage est vraiment bon parce qu'il a été designé par quelqu'un qui connaît les jeux de combat. Et c'est ce que respire de Iskao. Ça c'est une folie. Hein. Ça pour le coup je suis d'accord. Et quand tu vois ne serait-ce que les highlights qu'il y a eu sur Teemo et sur Warwick, je sais pas s'il y en a eu un qui était vraiment aussi complet sur Vi, en tout cas au moment où il a été annoncé. Pareil pour Blitzcrank, mais globalement en tout cas pour Teemo et pour Warwick. Ouais, c'est littéralement... moi quand tu m'as mentionné que c'était Combo Fiend, j'ai regardé, j'ai fait « Ah bah oui, effectivement, ça a l'air d'être fait... Ça a l'air d'être fait avec beaucoup d'amour, ça a l'air d'être fait avec une attention particulière portée sur les jeux, et de toute façon, au vu de ce qui s'est passé avec Valorant dans un premier temps, même si du côté de Runeterra, ça a fait un four monstrueux, et pourtant, qu'est-ce que j'ai aimé jouer à Runeterra. Mais après, faire une scène compétitive sur du jeu de cartes, voilà. C'est dur. C'est Valve, ces soirées. C'est vraiment dur. Non, mais c'est vraiment dur, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. D'ailleurs, on rappelle qu'ils sont en train actuellement de sortir une collection de cartes en physique, en essayant de rentrer dans le TCG physique et non pas virtuel. Force à eux. Moi, j'aurais adoré que ce soit littéralement Runeterra en version physique, mais ils sont complètement partis sur autre chose. Bon. En tout cas, c'est tant mieux. Oui, parce que la manière dont Runeterra marche aurait pas pu marcher en TCG. Certes, pourquoi pas. Je pense. Dans tous les cas, on se retrouve donc face à un jeu qui, pour l'instant, mais de mon côté, un peu naïf, notamment parce que je vois, et on a déjà tous et toutes pu observer quand on s'intéresse un peu au monde du jeu vidéo de quoi Riot Games est capable. Et pour moi, personnellement, il y a une forme d'enthousiasme, ça c'est sûr et certain, d'un point de vue de la façon dont c'est communiqué. Les gars ont débarqué avec, dès le mois de septembre, tout de suite, une démonstration de communication absolument fantastique qui pourrait faire pâlir les gars de Street Fighter par rapport à eux, où on leur fait vraiment une pichenette et un row à la gueule tous les ans pour leur balancer un patch note et puis après on se casse, on n'essaie pas de prendre en considération. Là les gars débarquent avec littéralement... après je force le trait. Je force le trait juste... Je force le trait. Tu peux te permettre. Mais quand tu vois justement les Rioters... Ça fait des années qu'on demande à l'intégralité des grosses teams de jeux de combat, s'il vous plaît, quand vous faites un patch note, expliquez ce que vous faites. Et au-delà de ça, oui, il y a un espèce de côté support où vous partez du principe que votre clientèle, c'est aussi vos utilisateurs et qu'ils font partie intégrante. Il y a deux teams qui ont fait ça. Okay, la team qui est concernée par Skullgirls et qui est la Zero, et ils l'ont fait. Je sais, je suis chiant. Ça n'est pas Capcom. Ils l'ont fait. Oui, c'est ce que je dis en fait. Ils l'ont fait en 2014 et c'est absolument pas Capcom et Namco et Riot. Il y a un monde entre eux, un petit jeu indépendant et Rito, d'accord? Ça se voit qu'il aime Skullgirls, les gens, ou il faut qu'ils le disent encore un peu. Je vois pas de quoi tu parles. Bon, anyway, tu as raison. Et en l'occurrence, là, on a déjà, de par la culture déjà qu'ils ont eu avec le fait de faire des patch notes pour League of Legends à peu près mensuels. Moi, j'avais un souvenir quand j'y jouais toutes les 3 semaines, toutes les 4 semaines. Alors, ça sera pas le cas évidemment sur 2XKO et heureusement d'ailleurs. Ça, c'est un débat énorme. Ils ont une sensibilité auprès des personnes qui font vivre le jeu. C'est d'ailleurs très régulièrement pour ça. Qu'on considère que si tu veux pouvoir taffer de manière pérenne avec Riot Games, en général,
Tu fais déjà ton tas de ton côté en disant des choses de manière sérieuse, et au bout d'un moment, t'es repéré, et ensuite ils prennent un peu au sérieux ce que tu dis. Pas forcément en débarquant et en te sortant un chéquier, mais par contre, en prenant en considération ce que tu es capable de dire. Pas de là à devenir un rioter, ça je ne pense pas, mais on a déjà des exemples qui existent comme ça sur League of et sur Valorant. Par contre, il va falloir que tu m'aides là-dessus, parce que Dis-moi tout. j'ai un petit questionnement. Mais dans ma tête, je me disais que en dehors de la communauté des jeux de combat, il n'y a personne dans l'e-sport qui n'est pas favorable au overpatch. Et ce que j'appelle overpatch, c'est le fait de patcher le jeu toutes les 3 semaines. Les joueurs de jeux de combat détestent ça. Ah mais c'est pas prévu. On rappelle que ça avait été prévu, c'était sur Mortal Kombat 11 de mon souvenir, et ça avait été catastrophique. Mortal Kombat 10, et c'est après la sortie d'Injustice 2 et de Mortal Kombat 11 qu'ils se sont dit on va se calmer. Très bien. Non, là en l'occurrence, si on ne dit pas de bêtises, il va y avoir une saison par sortie de perso, il y en a 5 à peu près de prévues par an, donc ça veut dire 2 mois et demi. Grosso modo, on va avoir du patch tous les 2 mois et demi. On a 3 mois pour s'ajuster, quoi. C'est un très bon espacement. On est à quoi? On a 4-5 patchs par an. Très bien. C'est beaucoup. Pour le coup, je suis d'accord. Comparé à un Capcom, comparé à autre, mais ça reste pas énorme. Oui, tout à fait. Donc ça va, c'est adaptable. Tout à fait. D'autant plus que pour l'instant, et ça va peut-être être dans nos angoisses, on n'a pas une saisine de la scène compétitive par Riot Games. Ce qui veut dire que pour l'instant, ils n'ont pas besoin de faire des ajustements annuels pour pouvoir créer un circuit qui va être constant tout du long. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt. Heureusement. Oui, tout à fait. Parce que je sais pas si tu as un historique un petit peu dans ta tête en point de vue jeu de baston général. Enfin, pas jeu de baston, excuse-moi, en point de vue e-sport général, mais la plupart des teams qui essayent tout de suite de mettre l'e-sport dès que le jeu sort, ça se foire. Tout à fait. Systématiquement. Donc, tout à fait. Et là, ils ont et là, c'est justement là où moi je trouve que pour l'instant ils sont juste trop forts. C'est que les gars sont capables, en plus, d'attraper des gens de la scène directement de jeu de combat. Aussi, certainement parce qu'il y a Mister Cannon et Frère qui donc débarquent et qui disent bon bah les gars, on vous balance ce truc là, s'il vous plaît, jetez-vous dessus. Et évidemment, c'est Riot Games. Il y a une aura qui est déjà présente depuis 15 ans de League of Legends où on a quasiment tous et toutes fait les puants sur le jeu. Rajouté derrière par l'univers qui est extrêmement bien foutu, et pourtant c'était pas gagné, hein. Je tiens à te dire pour toi qui ne savais pas que le lore de League of j'en ai entendu parler. A été jeté au placard pendant très longtemps, jusqu'à ce que au bout d'un moment la communauté commence à faire mieux que le peu qui avait été fait par Riot Games, et Riot Games s'est dit bon, il faudrait peut-être qu'on avance, et d'ailleurs ça a permis ensuite toute la création de Legends of Runeterra qui était pensé comme étant un truc qui rajoutait énormément de lore à tout l'univers. On attend toujours le MMO, Arcane a fini par rentrer canon à tel point du coup au vu du succès de la série, et que de toute façon c'était entre guillemets inévitable. Donc beaucoup de choses qui en termes de com montrent qu'il y a une sensibilité auprès du public. Et ça déjà, d'un point de vue de la scène jeu de combat, pour vous c'est déjà énormissime. Et ça se voit. C'est énorme. Quand tu vois la gueule des patch notes où ils font des visuels simplifiés, non mais attends, je vais essayer de les retrouver. Mais putain, les mecs te font un visuel recap qui a été salué par tout le monde, Play to XKO, qui était trop bien foutu. Oui, mais ça c'était déjà le cas sur League of, ça se faisait déjà sur League of Legends. En fait, c'est tout ce qu'on cherche, surtout de grosses teams de ce genre, c'est une impression qu'on nous écoute. Et c'est ce que donne mais Riot. Non, mais pas que vous avez le pouvoir. Voilà, non, c'est pas ce qu'on cherche. Regardez ça. On cherche, mais ça c'est génial. C'est exactement ce qu'on souhaite, en fait, de A à Z. Il y a rien là-dedans qui est pas bon en fait. Moi je me souviens quand je regardais avec toi les patch notes de Street Fighter 6, j'étais obligé j'avais besoin que tu sois à côté de moi pour savoir ce que je faisais. Non mais on a l'impression d'être un archéologue qui est en train de visiter les tombes de Gizeh quoi. Il faut déchiffrer de A à Z ce que ça veut dire, ce que ça veut pas dire, et on est obligé de faire des spéculations sur quelque chose dont on n'a pas en main pour l'instant. Ah, il a loupé une frame. Bon, alors on sait qu'il a loupé une frame. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que parce que ce combo-là est joué, c'est un buff? Ou parce qu'il décide de supprimer ce frame-là et parce que c'est pas un avantage derrière, c'est un nerf? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est pas précisé. On est d'accord. Et là, en l'occurrence, bon, alors évidemment, il faut lire le patch note pour avoir le détail, et puis en plus de ça, d'ailleurs aussi, il donne des notes explicatives. Ça, il le faisait déjà sur League of. Quand il montre un buff ou un nerf sur un perso, après ils disent pourquoi ils le font. Ça, c'est aussi un truc qui a été déjà fait du côté de chez Riot Games depuis League of Legends. Surtout, par pitié, justifiez-nous vos buffs et vos nerfs. On n'en a rien à foutre, buffez ou vous nerfez. Non, mais je dis ça pour tous les autres. Ah, pour les autres. Écoutez-moi bien. Non, mais s'il vous plaît. Mais pour Riot, c'est génial. Après, je pense que c'est un impact vis-à-vis des frères Cannon, mais c'est quand même génial qu'on se retrouve avec une liste où on sait
ce qu'ils ont taffé sur Harry, ce qu'ils ont buffé sur Harry et pourquoi. Et ça, je suis fan. Tout à fait. Et ça, voilà, c'est encore... Et pour le coup, c'était certainement, ça a été, voilà, c'est un aboutissement de leur taf de communication qu'ils ont fait déjà sur d'autres jeux depuis déjà très très longtemps. Et maintenant, justement, fort de cette expérience, ils débarquent avec 15 piges d'XP et ils peuvent dire voilà comment on veut faire, voilà comment on sait qu'on peut parler à des néophytes, voilà comment on l'applique. Et pour l'instant, il n'y a pas à dire. Pour l'instant, c'est effectivement une com qui est juste nickel. D'autant plus qu'on rappelle aussi que depuis la bêta fermée jusqu'à l'Early Access, ils ont quand même balancé la putain de purée. Je rappelle que Warwick, dommage qu'il y ait eu un leak, mais à la base, Warwick était totalement en surprise sur la saison 0. Timo a été annoncé. En zoom, ouais. Timo a été annoncé avec un clip d'annonce. Et d'ailleurs, celui de Warwick était aussi réussi, mais celui de Timo est quand même plus iconique. Avec. Qui était juste nickel et qui était très très proche de moi, ce que je considère comme une annonce de Smash Bros. On nous a dit sortie du jeu 14 persos. Et après, on nous a dit sortie du jeu 10 persos. On était extrêmement déçus. Ça va venir après. Ça va venir après. Ouais. Là, on reste dans l'enthousiasme et ensuite on viendra dans les angoisses. Voilà. Pour l'instant, on était extrêmement déçus. Ouais, on y vient après. On y vient après. Pour l'instant, dans la partie positive, voilà, la communication pour moi, elle est gérée de bout en bout. Il y a beaucoup, et ça je pense que c'est aussi dans leur stratégie marketing de fidéliser. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo de Joueur du Grenier qui parle des microtransactions en général pour expliquer comment on te hook très rapidement au début d'un jeu et faire ensuite que tu puisses que tu te sentes moins coupable pour passer à la caisse. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'ils font. En l'occurrence, c'est ce qui se fait très très bien parce que tu démarres le jeu, t'as qu'un seul jeton pour débloquer un des nouveaux personnages. Tu as accès aux 8 premiers. Oui, non. Non, aux 5-6 premiers. 6 premiers, me semble-t-il. Et ensuite, tu peux débloquer Jinx, Vi, Blitzcrank, Timo et Warwick. Donc, tu as effectivement accès aux 6 premiers personnages. Et donc, annonce d'un Battle Pass qui est extrêmement riche et extrêmement fourni. Alors évidemment, il y a des annonces des skins pour les prochaines saisons qui sont déjà faites, mais globalement, on a les skins d'Arcane qui, il faut quand même le dire, sont trop bien. Et évidemment qu'il fallait passer par les skins d'Arcane en ayant littéralement le trio des personnages avec des super beaux edits. Donc ça, pour le coup, c'est extrêmement bien branlé. Bravo à eux pour avoir fait des skins pareils. Ouais, on peut discuter du prix après. Mais on va aussi discuter des autres persos qui sont potentiellement... J'ai deux choses à dire sur les persos d'Arcane. Le skin d'Arcane également de Warwick qui est quand même assez cool. Donc voilà, globalement, il y a plein de choses qui ont été bien pensées pour arriver avec vraiment un gros coffre à jouets et dire aux gens, amusez-vous. En plus de ça, la communauté active, on vous met littéralement un hashtag 2xKOBug. Balancez-nous les bugs. Soyez littéralement nos bug testeurs. Faites votre truc, balancez votre communication et... tout tourne. Pour l'instant, tout tourne bien. Le jeu est stylé, il est dynamique, il est très beau. Les animations sont stylées. Les personnages sont extrêmement riches. Warwick qui est sorti complet, etc. Bon, après, on peut parler effectivement de en quoi est-ce que le personnage est impactant dans la méta ou pas. Moi, je considère qu'il n'est pas aussi fort que ça. Mais globalement, c'est très bien branlé. C'est très bien branlé. Tout a été très très bien cousu. Et je suis d'ailleurs surpris que ce soit aussi bien cousu parce que ils ont pas autant brodé, enfin ils ont un peu brodé quand même pour Valorant à l'époque, ils auraient pu se casser la gueule. Runeterra s'est cassé la gueule par contre, mais là de leur côté vraiment c'est, on dépasse nos échecs, on apprend de nos erreurs et on fait en sorte de sortir un truc dans lequel on n'est pas intégré de base qui est un jeu de combat. Et franchement, de la part d'un éditeur qui n'avait jamais eu l'occasion de mettre les pieds dedans, certes ils se sont très bien entourés, mais pour l'instant le pari, en tout cas au bout de 15 jours, moi de mon côté je trouve, qu'il est juste réussi. Les gens s'amusent, les gens sont prêts à passer à la caisse parce qu'ils se disent que ça permet aussi de soutenir le jeu. On rappelle que de 2016 là à la sortie de 2025, le jeu n'avait pas généré un copec. Ce qui est quand même très fort. Ce qui est quand même très très fort. Donc voilà, pour l'instant, en tout cas moi de ma perspective, peut-être que toi tu peux aussi dire où sont tes réjouissances si elles sont situées ailleurs. Moi je trouve que pour l'instant le taf est très bien fait. C'est très très bien fait. J'ai fait le tour de mes réjouissances. Ce dont je suis le plus content, c'est le retour de Riot envers la communauté et vice versa en fait. Et je suis très content parce que c'est pas le cas, on le voit pas partout en fait, surtout dans les jeux de combat. Avec en plus des gens de Riot Games qui se déplacent aux events, hein. Je tiens à rappeler qu'il y a eu des personnes de Riot Games qui sont venues à l'Evo. Voilà, moi j'aurais adoré y être, puis évidemment toi aussi. Ils tiennent à ce que le jeu soit un succès et ils le montrent au maximum. Et pour l'instant, en tout cas, ça fonctionne très très bien. Maintenant, est-ce que ce n'est pas, ça c'est une bonne interrogation, est-ce que ça n'est pas du love bombing ? Et là, on peut commencer un peu à creuser, mesdames et messieurs, parce que oui, actuellement, le jeu, il fait plaise.
Ça fait 15 jours. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de date une personne que vous kiffez grave dès le premier date. Et vous allez commencer à dire et à faire n'importe quoi. Et au bout de 15, et au bout de quelques semaines, quelques mois, etc., finalement, vous allez vous dire « Oh, c'était sur le moment, quoi. » Donc, Ouais, non, mais est-ce qu'on a des signes, toi de ton côté, est-ce qu'on a des signes annonciateurs ou est-ce que tu as des choses à... Ça sent le vécu de baiser. Ah, Penguin. Ah bah, hey. Ah, un jour, on fera pas un 2X Radio, on fera un radio sexe ou un radio date, etc. Ah, Chaf et moi. Je dis pas je dis pas qu'il y a un body count tal et catacombes, mais on a laissé des corps derrière nous. Voilà, je tiens, bon. Ah putain, je me marre. Je rappelle que ces trucs-là vont partir sur YouTube après, hein, bravo. Mais en plus, je sais que c'est vrai en fait. Bah oui, c'est ça qui est fantastique. Bon bref. Bon, toi, qu'est-ce que tu as à dire sur la perspective, en tout cas sur le, enfin non, qu'est-ce qui toi là tout de suite te fait te dire c'est cool, mais ben, sans rentrer dans les détails, parce que je fais peut-être un peu vite quand je parle de ça en besogne, mais j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des duos en fait, parce que alors ça pour le coup c'est intéressant. Ouais, rien que ça me turlupine, disons, parce que la manière dont ça a été mis en avant, ça aurait pu être mieux quand même. Pour résumer de manière hyper brève, ok, ça fait maintenant plus de 10 ans que je hurle avec toute la force de mon corps qu'il faut qu'on ait une scène double dans la FGC. On n'a pas de scène double, c'est dommage. Regardez ce que font Smash, c'est génial. J'espère qu'un jour on aura un jeu. Et à chaque fois qu'on avait l'occasion d'avoir le jeu avec une scène double, à chaque fois qu'on a l'occasion d'un jeu FGC avec une scène double dédiée à ça, ça se vautre systématiquement. Pas forcément pour les mêmes raisons d'ailleurs. Pas forcément pour les mêmes raisons. Mais Tekken Tag Tournament 2, vautré. Les gens n'ont que joué au 1v1 et l'ont trouvé trop complexe parce qu'on maîtrise deux persos de Tekken en même temps. BlazBlue Cross Tag Battle, vautré, parce que ça aurait pu être un excellent jeu de 2v2, ils ont décidé de partir sur un chemin à la Marvel. Mauvais plan. Multiversus, c'est pas FGC, mais il faut quand même en parler. Ça reste FGC, c'est un jeu de combat. Oh, c'est bizarre. Bon, et quoi qu'il en soit, là pour le coup, la faute elle vient aussi de l'éditeur, tout simplement parce qu'ils ont rendu le jeu nul. Ils ont rendu le jeu nul. C'était aussi. D'un patch à l'autre, le jeu a. On n'y comprenait rien. On n'y comprenait plus rien. On savait plus à qui il voulait parler. C'est 20% de vitesse perdue. Tu sens à 1000% que ça a été des marketeurs qui regardaient les trends en voyant les plaintes et qui étaient en mode oh vous nous saoulez, on va changer ça. Oh, il n'y avait pas de ligne directrice. Il n'y avait pas l'ambition de proposer un format de jeu et de s'y tenir. C'est d'autant plus triste qu'on sait que les développeurs qui étaient derrière étaient méga passionnés et savaient ce qu'ils faisaient. Je tiens d'ailleurs à rappeler pour les personnes qui ne sont pas au courant concernant Multiversus qu'il y a une scène qui existe toujours et qui sont activement en train de modder le jeu avec le soutien des devs et aussi des doubleurs. Et ils sont en train de taffer pour faire en sorte qu'il y ait une version à peu près vivable du jeu en rajoutant des personnages avec la bénédiction sans qu'il y ait de profit de Warner Bros. Exactement. Je n'ai plus le nom en détail, mais je vous invite à suivre le projet, c'est assez énervé ce que fait la communauté. J'ai les noms en détail. Bon, il y a un projet qui s'appelle MBS Beta Plus et un autre qui s'appelle Infinite, bla. Voilà, fin de l'histoire. Et donc, arrive Riot Games qui dit coucou, on veut faire un tag à deux. Ah oui, l'intégralité de la com, je te laisse passer en screen. Sans souci, Ouais, l'intégralité de la com autour de SKO, c'était de dire enfin un nouveau jeu 2v2 où on pourra vraiment se battre 2 joueurs contre 2 joueurs. C'est ce qu'on voulait depuis des siècles et c'est exactement ce qu'on a. Yes. Eh ben non. Parce que au final, on se retrouve encore un jeu qui est basé sur un jeu à la Marvel et basé sur le fait qu'on ait un seul joueur qui contrôle 2 personnages à la fois. Ce qui est bien. Moi, je suis satisfait de ça. Ah bah, il ne pouvait pas lancer le jeu en marginalisant les gens qui veulent jouer tout seuls. Ils auraient, ça n'aurait. Il y a 36 manières de faire en sorte que le 2v2 soit le centre de la scène, tout en faisant une importance sur le 1v1. Okay, si Rocket League a pu le faire, n'importe quelle scène peut le faire. Absolument n'importe quelle scène. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de plus d'insistance sur le 2v2, sachant qu'on sait
qui voulait vraiment faire en sorte que le 2v2 ait une super importance, ou que le fait de jouer duo ait une super importance dans la scène. D'où le bonus qu'on a sur les Force Impact. Aussi, on gagne un tournoi en étant un duo. On a quelque chose comme 2500 € de bonus. Je crois qu'il y a 2500 $ de bonus, effectivement. Ouais. 2500 $, ouais. Ce qui est très bien. C'est une très très bonne initiative. Mais pourquoi est-ce que vous ne mettez pas cette initiative directement dans le jeu? Je demeure partagé sur le sujet, effectivement, du price spot supplémentaire, parce que la façon dont il est pensé est pas optimale, dans le sens où c'est pas tant un encouragement pour dire tu dois passer premier, parce qu'en fait il y a des gens qui vont t'arracher, c'est-à-dire qu'il y a des duos qui actuellement sont encore en train de se faire la main, et en fait ce qui serait mieux, et ça pour le coup je n'invente pas l'eau chaude et pas mal de gens l'ont déjà mentionné sur la scène francophone comme sur la scène internationale, il aurait été plus intéressant que ce soit le duo qui va le plus loin qui remporte le prize spot. Le problème, et je comprends tout de suite la faille à ce truc là, c'est que il y a 2 duos qui arrivent 9ème, et ce sont les duos qui sont allés le plus haut. Qui prend la thune? Bah non. Qui prend la thune? Qui prend la thune? Et tu n'as pas l'occasion de les faire s'affronter. Parce qu'il faudrait faire un 3e bracket éliminatoire. Et ça, c'est pas possible. Là, ça amène des problèmes qui ont l'air d'être faciles à régler, mais en fait qui sont juste chiants pour les Théo. Et c'est le souci principal que j'ai avec le duo. Concrètement, in-game, je parle, jouer en duo ou en solo change rien. Tout à fait. Il y a tout de même, attention, disons quand même un peu les choses, il y a tout de même la possibilité de faire un truc autour d'un buff sur personnage avec la fuse sidekick, sauf que, et là il va falloir qu'on discute des fuses aussi un petit peu quand on va rentrer dans le gameplay, le problème c'est que sidekick, personne la joue. Absolument personne. Ouais. Et le Juggernaut, quasiment pareil, sachant que le Juggernaut, tu ne joues pas tu joues tout seul, tu joues pas en 2v1. En 2v2. Le 2v2, effectivement, pour l'instant, moi ma take sur le 2v2, c'est que c'est quelque chose qui a moyen long terme va effectivement avoir de l'impact. Oui. LOL, First Impact, ça aura de l'impact parce que les gens vont finalement réussir de plus en plus, une fois qu'ils auront des milliers d'heures de jeu ensemble, de la compatibilité pour trouver des combos routes et des trucs peut-être que tu ne pourrais potentiellement pas faire si tu dois faire des trucs avec la dextérité d'une seule personne. Mais pour l'instant, c'est un investissement de long terme, et je suis d'accord avec toi que pour l'instant, c'est un peu de la publicité mensongère de dire du coup que c'est un jeu qui se joue à 2 pour l'instant, parce que il n'y a pas beaucoup d'encouragement autour, ou d'un point de vue de l'équilibrage, tu te planterais quelque part. C'est-à-dire que si tu mets 2 joueurs qui jouent et que le jeu le détecte et qui te met un buff parce que tu joues simplement à 2, il y aurait quelques difficultés particulières. Donc pour l'instant, effectivement, c'est une feature plus que le centre du gameplay, et je suis d'accord avec toi, c'est dommage. Ça va pas empêcher le jeu d'exister, mais c'est vrai que sur cet aspect-là, pour l'instant, c'est légèrement un pétard mouillé. Le cœur même du problème, Dex, et qui est super important pour moi à pointer, c'est que vu que ça ne change rien au point de vue mécanique de jouer duo ou solo, jouer solo consiste à appeler ton assist au moment même où tu veux appeler ton assist. Il n'y a pas de communication à avoir, il n'y a pas de choses à avoir, il n'y a pas de perte de données ou quoi que ce soit. Tu vas vouloir faire quelque chose avec ton personnage, et tes 2 personnages, tu vas le faire. Les duos, c'est pas le cas. Les duos, ils doivent communiquer sur ce qu'ils vont le faire. Quand est-ce que je vais balancer mon assist? Quand est-ce que je vais hard tag? Attention, je vais faire un handshake, mets-toi directement dès le départ. Moi et Dex, on a taffé des combos en training mode. Tout à fait. Training mode, et on s'est quand même engueulé. Pas engueulé, c'est un gros mot. On s'est pas engueulé. Mais on s'est pas engueulé. Mais l'idée, c'est qu'on s'est dit, non mais, enfin, genre, j'ai un saut de concentration, le combo il drop. C'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Mais c'est pour ça que je pense que la communication ne sera peut-être pas nécessaire. Imaginez en tournoi. Tout à fait. Et c'est pour ça justement qu'il faudra certainement envisager d'un point de vue matériel, pour éviter les triches bien sûr, que les joueurs du coup puissent communiquer de manière safe. Sauf que ça, il faut déjà avoir du matériel, et surtout au-delà de ce truc-là, je pense que ça restera tout de même marginal, dans la mesure où, au bout d'un moment, c'est pour ça que je parle de moyen long terme, au bout d'un moment, les joueurs auront 10 000 heures de jeu dans les pattes, et à ce moment-là, la communication verbale pure ne sera peut-être pas une nécessité. Ouais. Mais c'est vrai que peut-être que j'aurais aimé que tu fasses ce burst plus tôt. Peut-être que j'aurais aimé que tu... Genre, pourquoi tu m'as prévu pour faire le handshake? Il fallait que tu me préviennes pour le handshake. Et là, ça amène des problèmes qu'on n'a pas envie de ramener. Donc, on se dit, quitte à jouer réellement compétitif, autant jouer solo. C'est là où justement peut-être qu'il faudra certainement envisager, mais ça risque peut-être de pénaliser. En tout cas, je pense que dans une weekly, le fait que le mec soit à côté de toi et qu'il te dise l'action à faire,
Bon, alors déjà, il y a deux problèmes. C'est que déjà, s'il y en a un qui est plus concentré quand il a de la musique dans le crâne, on a un souci. Et surtout, le mec à côté qui est tout seul en train de jouer contre les deux, il peut prendre l'info. Ah ouais, t'es en train de faire quoi hein? Ouais, ok, cool. Très bien. Je mets ma garde alors. Donc ce truc-là peut effectivement avoir de l'impact. Effectivement, en online, sur une conversation Discord, il n'y a pas de gal. Là-dessus, il n'y a pas trop de difficultés. Mais en off, s'il n'y a pas effectivement pas des devices qui sont pensés pour avoir juste un retour avec un casque micro, etc., dans des grosses scènes, ça risque d'être un petit peu problématique. Voilà, ça je suis d'accord avec toi. C'est un aspect sur lequel, pour l'instant, d'un point de vue matériel pur, il y a quand même des interrogations à avoir. Ça, pour le coup, je te rejoins et il faudra voir ce que ça donne. C'est un potentiel manqué, Dex. Il n'y a pas à dire 300 trucs. Potentiel manqué, encore une fois, pour l'instant. N'oublions pas que c'est compliqué de se prononcer à 15 jours d'une existence d'un jeu. Il y a une chose que je sais, c'est que les devs de jeux de combat, généralement, quand ils ont un concept en tête, ils ne veulent pas le changer. Ah oui, oui. Drastiquement changer. Mais tu peux tourner autour pour faire en sorte de l'encourager. Oui, mais là, il faut drastiquement changer la manière. Il n'y aura pas que la carotte économique. Moi, je maintiens que la carotte économique, c'est pas une bonne idée à long terme. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'il faut drastiquement changer la manière dont le jeu marche pour que les duos soient viables. C'est tout ce que je dis en fait. Et c'est ça le problème. Le duo l'est. Mais je pense qu'il l'est sur du long terme. Ils se sont mis, pour moi spécifiquement, ils se sont mis derrière un mur dont ils n'avaient pas forcément besoin de se mettre. S'ils avaient directement pensé à ok, on va mixer le 1v1 et le 2v2 ensemble, il n'y a pas de souci, on va le faire, mais il faut qu'on y pense. Très très dur, au lieu de se dire on va faire un mode 1v1 et un mode 2v2, ce qui aurait été pour moi la meilleure solution. On rappelle que l'un des palliatifs d'ailleurs que font les Orgas, qui va d'ailleurs être le cas au Mindset, inscrivez-vous, c'est à Aubervilliers. C'est à Aubervilliers ? Non, c'est à Colombes. C'est à Courbevoie. Je ne sais plus, merde. Bon, c'est dans le nord-est, c'est dans le nord-ouest de Paname. Je pense que nous, on va aller y faire un tour, ça c'est sûr et certain. Oui. Il y a donc il y a un bracket 2v2 pur. Ouais. Il y a un bracket 2v2 pur. Est-ce que ça veut dire que si le bracket 2v2 pur est remporté de facto par un duo, ils prennent les 2500 balles, sachant qu'il y a un bracket mixte en même temps? À mon avis, ce qui sponsorise, c'est essentiellement le tournoi solo. Ça reste à déterminer. Enfin, le tournoi mixte, du coup, pas un tournoi solo. Oui, le tournoi mixte, il n'y a pas de tournoi solo. Ça reste à déterminer. Mais c'est vrai que le duo, pour l'instant, reste une des pièces sur lesquelles il y a encore du taf à exécuter. Ça, pour le coup, je te rejoins. Et voilà. Ça, pour le coup, voilà, je pense pas qu'il y a besoin d'aller plus loin. C'est effectivement, pour l'instant, un truc qui a besoin encore d'être valorisé. Et tu ne peux pas compter que sur des éléments de gameplay, comme notamment le sidekick, pour pouvoir être viable. Pour la simple et bonne raison, mesdames et messieurs, et c'est là le moment où on va pouvoir aussi parler maintenant un peu plus en détail de nos angoisses autour du jeu en lui-même. Alors, Elliot Fay, qui nous apporte ici des infos qui sont les suivantes, que je vais vous traduire en français pour les personnes qui ne parlent pas la langue de Shakespeare. Utilisation des personnages, des Fuse, donc ils ont la traduction c'est fusion, et des équipes dans 2XKO, cette fois-ci concernant les événements First Impact. Donc on reste vraiment sur le volet compétitif. Avant, si je dis pas de bêtises, cette personne s'était occupée des Challengers et Grandmasters. Donc là on est plus dans la compétition pure. Il n'en a eu que 4 choses à présent, je mettrai régulièrement à jour le sujet. Les joueurs dans plusieurs top 8 n'ont été comptés qu'une seule fois, mais tous les personnages d'équipe qu'ils ont utilisés sont pris en compte. Donc là, on parle des top 8 des tournois First Impact. Et on a, bon, alors évidemment, Early Meta et n'importe quel méta, même en démarrage, etc. On peut en parler sur Street Fighter, on peut en parler sur Smash Bros, tout ce que vous voulez. Il y a des personnages qui sortent du lot tout de suite parce que pour l'instant, ce sont des personnages dans lesquels tu appuies sur les boutons, tu perds juste pas. C'était le cas sur Ken dès le début. C'était le cas sur Luke en toute première saison, si je dis pas de bêtises. Sur Street Fighter 6, c'était sur le cas de Luke. Là, en l'occurrence, il y a un truc qui se démarque, notamment aussi parce que entre-temps, Yasuo a subi quelques équilibrages et ajustements que les joueurs sont encore en train de travailler. Mais globalement, le duo par excellence, c'est Yasuo, Echo, sans aucun débat possible. C'est juste, pour vous donner une idée, il y a un écart de 12 entre le premier personnage et le troisième, et il y a un écart de 6 entre le deuxième, Yasuo, et Illaoi, cinquième. On rappelle que c'est aussi ce duo qui remporte l'Evo. Wawa, c'est le duo qu'il joue. Donc, alors, il y a des duos Yasuo et Echo. Riot est capable de s'extraire de leur problème qui est de faire des métas qui sont toujours dans des déséquilibrages et qu'au final, ils arrivent pour récupérer les pots cassés. La question se pose, parce que pour l'instant, c'est sans équivoque, Yasuo et Echo, c'est un PB. Oui. Voilà. Qu'on soit clair. Le duo Yasuo-Echo, c'est pas le problème. Le problème, c'est la présence de Echo et Yasuo sur le top 8, partout dans toutes les teams.
ok, ça peut être Echo Harry, ça peut être Yasuo Ilaoi, je m'en fiche. Quasiment l'intégralité des teams du top 8, de pas mal de Force Impact Event, avait au moins Echo ou au moins Yasuo dans la team. C'est ça. Ça en soi, ça encore, en fait, c'est surtout que les deux personnages se suffisent tellement à eux-mêmes et ont déjà tellement de pressing et de versatilité. D'ailleurs, la Echo actuellement est en train de rendre tout le monde complètement fou. Et en fait, oui, tu ne peux pas perdre avec le perso. Enfin, c'est juste si t'as envie de perdre que tu perds avec le perso. Mais les deux ensemble, et là pour le coup, c'est pas de la druiderie, les deux ensemble sont insupportables parce que tout fonctionne déjà fantastiquement bien. Le contrôle de sol, la façon dont tu peux aller chercher des cross-up, les deux ont des capacités pour le faire. L'un en cross-up, l'autre, quand t'es au sol, c'est un cross-down, c'est ça ? Ouais. Donc voilà, on a cross-down. Il y a 36 termes. Bon, on va appeler ça cross-up. On va appeler ça cross-up pour le terme général. Mais c'est cross-under techniquement. Mais bon, en tout cas, voilà, tu peux passer dans la guerre de plein de manières différentes. Les deux ont des pressings avec notamment freestyle et notamment 2x assist qui est absolument ignoble. Donc c'est très très compliqué. On rappelle que Harry est en train de légèrement refaire des apparitions intéressantes avec le duo Harry Echo qui est extrêmement fort. J'ai vu Sonic Fox le sortir récemment, c'est absolument insane. Et on a évidemment chez nous le représentant, celle qui on rappelle les commentateurs, mais cet homme joue également Harry Echo et il arrive à se positionner depuis l'Alpha Lab d'ailleurs comme étant un des joueurs sur la France qui est le plus énervé. Et on rappelle d'ailleurs que la seule apparition d'un Blitzcrank dans tous ces top 8 character usage, c'est bien évidemment Goombo. Merci Goombo de donner un peu de lumière sur le joueur, sur le perso, parce qu'en fait sinon je pense qu'on en aurait juste pas eu, en tout cas sur ces 4 events de First Impact. On regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs juste après, dis-moi tout. Et tu connais encore le problème, surtout avec les big body. Buffer un peu trop un big body, ça le rend complètement pété et injouable et contre pas mal de persos. Donc Skrank, t'as pas envie qu'il soit méga fort non plus. Mais après, il y a 36 problèmes. De toute façon... Après, je lève mes bras pour Braum, mais ça, c'est un autre débat. Ouais, mais Braum aussi peut être un souci s'il est buffé de manière n'importe comment. Je te rappelle qu'il a de l'armor et qu'il a un coup qui peut freeze l'adversaire. Et qu'il a beaucoup de vie. Oui, l'Unbreakable est une fantastique mécanique, mais si t'arrives pas à la setup, c'est très très compliqué pour le perso. Ah oui, mais si tu overbuff ce genre de truc, si tu fais... tu vas causer des problèmes dans la méta et tu vas rendre Braum. Non mais le nombre de jeux incalculables que j'ai joué Dex où au début de la méta il y a un personnage que tout le monde considère comme nul et après un patch sorti de nulle part et le personnage il remonte en top tier, god tier, il y en a plein de trucs comme ça. Ouais. Non, je suis d'accord. Pour le coup, je suis d'accord. Les Heavies, je pense que le seul bruiser actuellement qui fait vraiment le taf, même si Warwick a une très grosse hitbox, mais en tout cas, oui, le personnage qui tape comme un camion qui s'en sort bien, c'est Ilaoi. Mais c'est aussi parce que c'est un heavy de contrôle de terrain. C'est du contrôle c'est du contrôle et de la présence sur le stage, ce qui est pas exactement la même chose que ce que peut faire un Blitzcrank. Enfin, il a quand même aussi donc le grab, mais c'est pas la même chose. Là, tu peux vraiment faire des compléments, des trucs qui sont en complément avec les autres persos, juste parce que t'as de la présence sur le terrain avec les tentacules. Donc c'est évidemment pas la même chose. Après, moi, je suis heureux. Hein. Ilaoi qui est dans le top 3 des usages. Moi, je me roule dedans. Hein. C'est du caviar. Hein. Ouais. C'est du caviar. On enchaîne un petit peu donc du côté des Fuse. Et là, on a un problème. Et là, pour le coup, mon cher, ça se valide. Alors après, le sidekick, il n'est pas pensé pour les joueurs compétitifs. Il est pensé pour les casus ou les gens qui veulent découvrir. Avec quelqu'un qui sait déjà jouer un petit peu au jeu de combat. Et toi, tu appuies juste sur des boutons à certains moments pour aller chercher des assists ou des breaks. Donc, va falloir vraiment que tu m'expliques comment le Juggernaut peut être viable, en fait. Parce que je comprends pas le concept. Je ne peux pas rendre le Juggernaut viable, c'est pas possible. On est dans un jeu 1v1, on est dans un jeu 2v2, mais tu as le droit de prendre une view si tu veux jouer qu'un seul personnage. T'as plus de vie et t'as plus de barres. What? T'as plus de vie, plus de dégâts. Ouais, plus de barres. Plus de vie, plus de dégâts, plus de barres. Ouais, cool, ok. Mais c'est un jeu 2v2. Si je joue 2v2, je veux jouer mécanique 2v2. Je veux que je vais me galérer avec une fuse qui me laisse un seul personnage. Je pense que c'est simplement fait à la fin c'est fait dans l'objectif en fait de pouvoir donner à des gens qui n'ont pas envie de fondamentalement jouer à des tags mais qui veulent quand même jouer au jeu, de pouvoir le faire. Non, mais ils perdent une richesse, ça c'est sûr. Ouais, mais moi je relativise. Parce que quand tu vois ce qui se passe, le Psyking n'est pas fait pour être méta. Le Juggernaut, comment tu veux faire un truc méta là-dessus. D'autant plus qu'on rappelle que même si c'est pas la même façon d'envisager le buff, le Fury, lui par contre, va donner ce buff de damage.
Oui. Donc au final, tu peux quand même t'en servir d'une certaine manière une fois que tu te retrouves avec un seul perso. Par contre, c'est limité dans le temps, mais t'as quand même du drive impact. Et ça, c'est aussi stylé. J'ai déjà vu des combos qui sont faits avec le drive. C'est pas exactement un drive impact, mais en gros, tu dashes après avoir fait une action. Et en fait, ça cancel la recovery et tu peux du coup repartir. Donc c'est un peu un drive impact, mais. Moi, ça me poserait un problème au niveau des fuses s'il y avait vraiment une fuse, une seule, qui aurait un avantage par rapport à l'autre. C'est pas ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a 2 fuses qui sont réellement jouées. À savoir, Double Down au moment de la sortie du jeu, Double Down au moment de la sortie du jeu en early access, en bêta fermée, c'était un bordel. Tout le monde maximisait les dégâts. Double Down est la meilleure fuse pour les débutants. Je le dirais en boucle. Je continue à jouer cette fuse, même en compétition. J'en ai rien à foutre. Non, mais tout à fait. Mais disons que maintenant que Jinx s'est pris un petit nerf dans les pattes, c'est moins rigolo en termes de scaling. Mais il fallait dire la vérité. C'était terrible avec Jinx, avec sa S2. Avoir une vaille en assist, pouvoir faire boum boum badaboum, peu importe le personnage qu'on a. Moi, généralement, je prends Harry vaille. Pouvoir faire ce que je veux avec Harry, mettre le personnage dans le coin, voir qu'il est quasiment mort l'adversaire, et je peux double down derrière. Je peux basiquement DHer comme si c'était en Marvel. Tu fais S2 Harry, tu fais S2 Harry, S2 vaille. Ouais, voilà, tu es Desaday. Très bien. Tu es Desaday. Oui, tout à fait. Tout à fait. En tout cas, pour l'instant, et là, pour le coup, c'est la profondeur du jeu qui est en train justement de s'exprimer déjà au bout de 2 semaines. Donc ça, pour le coup, moi, je maintiens que c'était un truc qui était obligé d'arriver, je pense. 2x Assist et Freestyle, qui sont donc les fuses qui sont les plus utilisés. Évidemment, on rappelle que 2x Assist avait été beaucoup de mon souvenir employé lors du premier Alpha Lab qu'on avait fait ensemble. On était d'ailleurs en train de l'utiliser pour aller chercher des combos qu'on avait voulu travailler. Exactement. Et surtout, le Freestyle, moi, c'est ma take. Je ne sais pas si je suis en train de sortir un truc de mon cul et que en fait je vais être attaché pour sorcellerie d'ici quelques semaines. Mais Freestyle pour moi à moyen long terme est la fuse en l'état qui est la plus puissante pour les joueurs à très haut niveau. Le fait de pouvoir vraiment jouer comme ça en tag, en pressure, où tu vas obliger l'adversaire dans un sandwich à lui faire des jeux de garde que tu peux d'ailleurs faire avec certains personnages et dans certaines circonstances avec le 2x assist en faisant du delay, ce que Sony Fox arrive déjà un petit peu à faire et que d'autres joueurs que j'ai déjà vus arrivent à gérer, parce que quand le personnage est présent pendant... Ça, je pense que ça va être nerf, ça me paraît quasiment logique. Oui, mais le fait que le personnage reste 2 secondes à l'écran après avoir fait son assist... Moi, j'allais parler du bug, j'allais parler de Sony Fox parce que c'est extrêmement intéressant de le voir jouer, spécifiquement en freestyle, parce que j'ai l'impression que le freestyle a été un peu target pour les personnes comme lui. Et c'est très très bien comme ça, parce que l'idéal en fait pour un jeu que Sony Fox joue, c'est de faire en sorte que tu bourres l'adversaire comme pas possible au niveau de sa garde, que tu l'oppresses constamment. Ça, c'est le jeu de Sony Fox, peu importe les jeux qu'il joue. Et le truc qui est bien avec le freestyle, c'est que le double assist, c'est bien à partir du moment où tu ouvres la garde. Quand tu ouvres la garde, tout à fait. Tu peux combo double assist. Tu peux aussi t'en servir pour faire du corner press. Enfin, je veux dire, Illaoi, tu balances un tentacule dans un premier temps, tu commences à flinguer. Il faudrait que je te montre d'ailleurs parce que j'ai trouvé un très bon clip là-dessus avec Warwick. Ce qui est très sympa avec Illaoi. Mais tu peux faire des trucs en double assist qui peuvent être énervés pour mettre de la pression dans la garde. Ça, c'est très sympa. Mais par contre, c'est Illaoi, plus stylé quand effectivement tu veux faire des combos routes. Ça, je suis d'accord. Yes. Ce qui est très sympa avec Illaoi, c'est les setups de Kizeme. C'est le fait que quand tu mets le personnage au sol, c'est après que les choses se passent. Oui. Donc l'idée du double assist, surtout quand tu mets une Illaoi, parce que c'est vraiment vraiment idéal là-dessus, c'est premier assist d'Illaoi, tu mets plus de dégâts, deuxième assist d'Illaoi, tu poses une tentacule. Attends. Et ça, c'est idéal. Donc tu me parles d'abord du coup de tentacule qui va plaquer l'adversaire au sol, et ensuite, par exemple. Et ensuite tu génères un tentacule avec son coup de relique. Par exemple. Ou alors tu balances la relique en premier. N'oublions pas que la relique pose une tentacule et que lorsque tu frappes ensuite avec le back T, enfin le 4T pardon, tu vas la tentacule qui est au sol va faire secouer l'adversaire qui va rebondir sur le sol. Mais j'imagine, je joue pas Illaoi, mais j'imagine qu'il y a une hitbox quand même sur le relique, même si tu n'actives pas la tentacule. Donc, il y a une hitbox, oui, bien sûr. Le S2 est littéralement un coup de. Ça fait quand même des dégâts et grâce à ce truc-là, ça te permet quand même de setuper ton combo et de continuer un combo. Imaginons avec Warwick que tu peux emmener dans le coin. Et c'est après que tu poses une tentacule. Ça, c'est très très intéressant pour les joueurs. Et puis de toute façon, n'oublions pas qu'en OTG, littéralement le 6S2 de Warwick consiste à croquer l'adversaire pour le plaquer. Bon, ça te change la direction si tu n'es pas sous Bloodlust, mais en effet, oui.
Là-dessus, on est d'accord. Là où je voulais en venir, Dex, là où je voulais en venir, c'est que je théorise sur le fait que le 2X Assist, c'est là où je voulais en venir. Le 2X Assist est fait pour les gars qui veulent vraiment rentrer dans la garde. Dès qu'ils rentrent dans la garde, ils font mal. Et le freestyle est fait pour les gens qui veulent pas nécessairement rentrer dans la garde, mais oppresser l'adversaire au maximum. Et ça, c'est bien. Parce que ça permet à des gens qui vont taffer la même team de taffer 2 fuses différentes. C'est littéralement ce que disent beaucoup de gens en ce moment. En fonction de leur playstyle. Oui. Et c'est exactement ce qu'on demande dans tous les jeux de baston qui existent. C'est exactement ce que disent les joueurs en ce moment, c'est de dire qu'en fait je peux jouer Echo et en fait je ne joue pas le même perso en fonction de la fuse dont je dispose. Donc en fait c'est encore de la profondeur mécanique qui est géniale pour le jeu et ça fait d'ailleurs également partie du succès qui peut y avoir. Non seulement ça peut aussi créer de la difficulté parce que ça veut dire que tu dois travailler sur le même personnage des match-ups différents. Aussi, mais non seulement ça crée du succès sur le jeu et de l'engouement, mais en plus ça crée de la rejouabilité aussi. De la rejouabilité et de la durée de vie supplémentaire sur le jeu. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Après, l'inconvénient, c'est que pour l'instant, je pense que l'inconvénient qu'on a actuellement, c'est que d'un point de vue purement e-sportif, effectivement, ces 2 fuses-là sont les seuls qui soient véritablement viables, hors Double Down qui était rigolo au démarrage parce qu'il y avait beaucoup de dégâts et qu'évidemment, une early meta, c'est des dégâts. Globalement, c'est très régulièrement ça. Il y a sur 5 fuses, il y en a 3 qui sont réellement viables en tournoi. Oui, tout à fait. J'adore la situation où non seulement on voit les 3, mais en plus de ça, il y en a 2 qui sont dominantes. Et ces 2-là demandent une stratégie de gameplay qui est complètement différente de la nôtre. Moi, je relativise en me disant bien, bon boulot. Après, en l'état, pour l'instant, c'est très centralisant. C'est très centralisant. On peut s'attendre, et je crois que d'ailleurs c'est une chose qui est dans les cartons, il va y avoir de nouvelles fuses qui vont très certainement, au fur et à mesure, rajouter des éléments qui pourront être pris en compte pour qu'on ait plus de richesse dans le gameplay. Parce que là, pour l'instant, en l'état, oui, c'est vrai, mais la seule chose en l'état que nous, là, on a à gérer en tant que joueurs, c'est quand est-ce que le mec va tag ou quand est-ce que le mec va assist. C'est littéralement ces trucs-là qui sont les plus centralisants pour l'instant dans le fait de jouer défensivement quand un adversaire te met la pression. Quand je dis que c'est du Riot, c'est qu'il n'y a pas un seul jeu qui existe sorti par Riot où le jeu ressemble de manière méta à la première année où il est sorti, à la dernière. Valo, on le voit. Valo n'a rien à voir avec ses évidemment. Early LoL n'a rien à voir avec LoL aujourd'hui, bien sûr. Early LoL, c'est un nouveau jeu. Et chaque saison, d'ailleurs, chaque année, chaque fin de Worlds, etc., les annonces de la saison précédente, ils se font en sorte de changer beaucoup de choses. Alors, il change tellement de choses que ça change complètement plus que la méta, ça change la neutralité du jeu. Regardons un petit peu du coup ce qui se passe du côté donc, des teams. Donc là, c'est toujours dans le cadre du First Impact. Voilà, bon. Encore une fois, il y a une différence du simple au double pour du Yasuo Echo. Voilà, les personnages ont des combos routes qui sont terrorisants. Tu as avec Echo, parce que je crois d'ailleurs qu'en termes de pure chiffre, je crois que c'est Echo qui est le personnage le plus représenté. Oui, c'est ce qu'on avait vu justement tout à l'heure. Le personnage, en plus de ça, dans un cadre de freestyle et de 2x assist qui est bien delayed, peut, avec ses images rémanentes, continuer de jouer dans ta garde tout seul, en te forçant du coup de faire des mix de garde, etc., etc. Donc vraiment, Echo actuellement, c'est vraiment la star, c'est vraiment le Justin Bieber de notre brave 2xQ. Est-ce qu'on peut pointer quand même que sur la petite tier list que tu montres, qui est très très explicative et bien sympa, il n'y a pas une seule team dans l'option 1, là, dans l'option tout en bas, qui n'a pas Yasuo ou Echo dedans. Pas un seul. Attends, laquelle? Celle où il y a une seule représentation? Tu prends les trois catégories avec le plus de représentation. Oui. Regarde-les. Il n'y a pas une seule team sans Yasuo et Echo dedans. Pas une seule. Moi, je vois une Ahri Blitzcrank. Il y en a une. Je vois une Vibe Brome. Attends, stop. What? Non, les 3 premières catégories, Dex. Ah pardon, les 3 premières catégories. Ah oui. Non mais voilà, ça encore une fois, c'est une question pour l'instant où ça centralise effectivement. Le 6, le 3 et le 2, il n'y a pas soit un Echo, soit un Yasuo dedans. En effet. Pas un seul. Pas un seul. Non. Là, on est effectivement dans de la méta appliquée aux petits oignons. Ça, c'est aussi peut-être d'ailleurs un des soucis qu'on a potentiellement, mais ça, c'est peut-être une question d'époque. C'est que contrairement à une période où laquelle les gens se faisaient la main de manière un peu lente sur les jeux de combat, où il n'y avait pas forcément Internet, pas forcément les guides, pas forcément l'e-sport, etc., etc., en fait, les gens voient que ça marche et ils veulent partir là-dessus, peut-être au-delà du fait de ressentir du plaisir à jouer des personnages. Bon, évidemment, c'est compliqué quand tu n'as que 11 personnages. Et d'ailleurs, ça, c'est vrai qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé. Ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler aussi pour les inquiétudes qu'on avait déjà avant que le jeu soit sorti. Mais putain, il n'y a que 11 persos à la sortie du jeu. Bon, ils ont prévu 5 persos par an, ça va. Mais globalement, c'est vrai que c'est pas beaucoup, quoi.
C'est l'ascenseur émotionnel. Parce que, de base, 14 persos au début du jeu. Donc, super high. Ah, en fait, on va en sortir que 10. Oh. Et encore 10, mais il y en on savait pas forcément que Timo allait sortir tout de suite. Hein. Blitzcrank voulait être annoncé pour la sortie du jeu. Hein. Et Warwick, c'est un élément surprise. Il y a Warwick qui est secret parce qu'on n'a pas annoncé. Oh. Et on va avoir 5 persos par année. Oui, c'est ça. Par an. C'est vrai. Non, je suis d'accord. Très bien. Mais je pense qu'ils n'avaient pas le choix. Hein. Ils n'avaient pas le choix d'annoncer beaucoup de persos. Au début, mon expectation était là. Tu vois. Maintenant, je suis à peu près là. Donc, franchement, tant mieux au niveau des persos. Tant mieux. Parce que ils ont pas. J'ai pas l'impression qu'ils ont corrigé une erreur qu'ils avaient faite. J'ai plus l'impression qu'ils ont prévu de mettre le doute sur pas mal de gens et de dire non mais en fait on vous a triqué. Non, en fait on va vous mettre bien quand même. Bah c'est bien, c'est exactement ce qu'on cherche. Oui, ça pour le coup, pour l'instant, en tout cas c'est là où on peut parler de leur maîtrise de com, etc. C'est que pour l'instant, ils débarquent avec beaucoup de choses à proposer et ils ont une maîtrise de leur communication qui est bien faite. En plus de ça, les gars de la team des devs, etc. sont présents sur Twitter. Moi, je trouve ça génial, on peut littéralement discuter avec eux, c'est très très cool. Donc vraiment, pour l'instant, je trouve que c'est très bien fait. Ils arrivent en plus de ça à faire émerger des personnalités soit communautaires, soit également de leur team de dev, etc. Pour l'instant, en effet, c'est plutôt bien fait. Par contre, d'un point de vue purement gameplay, on est actuellement dans une rage contre Echo. Yasuo, un PB, mais moins un PB quand même. Timo qui est en train de pointer le bout de son nez, mais je pense que c'est trop gameplay spécifique. T'as pas forcément envie de jouer un perso à setup. Si ce n'est qu'apparemment, beaucoup de gens qui sont issus de League of Legends, pour l'instant, le jouent juste pour faire chier. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui le sortent juste pour le plaisir de faire chier. Ah, c'est un mème. Et bien, Timo, tu en parlais, apparemment pour l'instant on est plutôt sur un... Ça on pourra peut-être en parler un petit peu, peut-être quand on parlera des persos de manière plus poussée, mais pour l'instant on fera pas ça ce soir. Mais c'est vrai que pour aller très vite, toi tu m'as dit Timo c'est le typical noob killer. Yes. Sachant que Blitzcrank le fait aussi un petit peu. Hein. En général les choppers c'est très chiant pour les noobs. Et voilà. Warwick, très rapidement. Warwick, moi je suis en mode potentiel stylé, mais le perso est pas si fort que ça. Le perso est pas si fort. Le neutral, c'est pas dingo. Tu ne peux compter en grande partie que sur ton overhead pour faire chier. T'as beaucoup de mix qui peuvent être très très chouettes, notamment quand t'as ton assist, mais si t'as pas ton assist, t'es beaucoup plus rapidement dans les difficultés. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas quand je joue. Oui. Mais je vais juste parler très rapidement du concept du noob killer. C'est que on va toujours avoir des... En fait, c'est presque comme le cheese dans le monde des RTS type StarCraft et autres, dans le sens où on a des méta, on a des manières dont on va jouer la team ou jouer les personnages qui vont perturber les gens qui n'ont pas énormément de fondamental ou qui connaissent pas énormément leur team ou la manière dont marche le jeu. Okay, et on appelle ça noob killer parce que c'est très 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 facile de perturber quelqu'un, même s'il s'en sort très bien contre des personnages qui sont considérés comme méta viables, on va dire. Genre, je m'en sors très bien contre Echo Yasuo, ça me dérange pas. Par contre, quand il y a un Blitzcrank ou un Timo à l'écran, je pète un écran. En sachant que Timo, actuellement, pas mal de gens sont en train de dire que le perso est... En tout cas, peut-être en train de monter doucement dans les strats. Les gens sont aussi habitués à la team Echo Yasuo. Hein. On rappelle qu'Echo Yasuo, c'était là depuis l'Alpha Lab. Hein. Mais Timo, quand tu vois qu'on a un Leffen qui arrive premier alors que le perso est sorti il y a littéralement une dizaine de jours, c'est déjà un peu révélateur. Tant mieux, puissance 10 millions. Tu sais pourquoi? Timo est pur setup. Echo et Yasuo sont deux personnages rushdown. On n'a pas envie d'avoir l'intégralité d'un cast de personnages et d'un cast de top tier de personnages, on va dire, qui sont uniquement sur une seule catégorie de jeu. De toute façon, vu la pression que tu peux faire avec les champignons, avec le slingshot, moi je maintiens que le slingshot c'est un PB, mais il va falloir... Voilà. Les champignons encore, c'est ok. Ça se nerf. Ça se nerf. Oui, non mais ça se nerf. Je suis sûr que ça se nerf. Ça se nerf, mais globalement, ces outils-là forcent Yasuo et Echo à ne plus te rentrer dans le tas comme des abrutis. Et ça, pour le coup, c'est effectivement plutôt une bonne chose. C'est génial. Je dois visualiser et je dois changer ma méta et je dois changer la manière dont je joue en fonction de l'adversaire. C'est exactement ce que je cherche. Non, c'est vrai. Exactement ce que je cherche. Non, donc oui, non, mais j'étais pas méga confiant avant la sortie du jeu, je le suis un petit peu plus. Tout à fait. Mais on a quand même encore, pour l'instant, pour histoire de clôturer un petit peu, je pense, de réserves à formuler sur la suite parce que encore une fois, c'est compliqué de se prononcer. On ne sait pas si la sauce va continuer de prendre. On a quand même, pour l'instant, beaucoup d'éléments qui sont créateurs de confiance, puisque la communauté est entendue, la communauté peut être proactive et elle est encouragée, notamment par le biais du First Impact. On aura l'occasion, je pense, d'en discuter certainement dans un sujet dense une prochaine fois, mais quid d'un Second Impact? Ça, on en parlera, je pense, fin de First Impact pour en tirer les leçons. 2026. Voilà, pour l'instant, nous n'y sommes pas. Si ça se trouve, il n'y aura pas de Second Impact du tout. On ne sait pas. Ça se trouve, ils vont direct... Non, mais ça se trouve, reprendre la main.
Ouais, ils vont Ça, directement on sait quiller pas. sur un vrai circuit. On n'en sait rien. On ne sait pas. Mais en tout cas, oui, pour l'instant, c'est enthousiasmant parce que ça s'adresse effectivement à un public qui est là depuis longtemps en termes de jeux de combat, puisque ça a été souvent du grassroots, Oui. des bouts de ficelle et de la colle. Et là, en l'occurrence, il y a du soutien qui est donné à minima d'un point de vue fric pour pouvoir encourager les gens à venir. Donc déjà, voilà, la carotte économique, surtout dans la France de Macron et dans le monde de Trump, etc. Forcément, ça incite. D'un point de vue du duo, Et- c'est pour moi le truc le plus discutable. Il faudra encore Oui. donner vraiment de l'engouement et Si. faire en sorte que ce soit cool à vivre et à regarder et surtout à encourager. Pour l'instant, c'est pas encore le cas à IMO. Ouais. Petit mot de la fin sur ce sujet. La FGC, tel que je le conçois et tel que je l'entends, et le monde de l'e-sport, c'est un peu l'eau et l'huile. Il y a des choses qui ne sont pas nécessairement Oui, non, mais compatibles. ça, c'est toi, ça Ce par contre. serait extrêmement intéressant. Je sais que c'est moi. C'est ta Ce tribune, serait c'est ta tribune. extrêmement intéressant. C'est ma tribune. C'est ma tribune. You know what grinds my gears? Non, il y a de ça, mais il y a surtout le fait que vu que ce n'est pas les mêmes buts et vu qu'ils ne fonctionnent pas de la même manière, c'est extrêmement intéressant de voir 2XKO parce que 2XKO c'est une dev team d'anciens mecs de grassroots qui sont payés par des gars qui sont full e-sport. Ah oui, qui jusqu'au sang, sont littéralement des marketeurs. Oui, bien sûr, qui regardent le cours, ils regardent le cours du flash sur la bourse du CAC 40. Enfin, oui, bien sûr. Ah ouais. Non, c'est le 100%. truc, c'est que c'est la chose, c'est que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant en fait. Ni Capcom, ni Bamco, ni autre. Capcom et Bamco, qu'on soit clair. S'il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de tournoi, même officiel. Il n'y en a pas. Ils s'imposent l'intégralité sur leur tournoi et sur leur cœur de métier, c'est ça, tu vois. Tout à fait. De XKO, c'est pas ça. De XKO, ils vont vraiment prendre par la main la communauté. Tout à fait. Et ça va être vraiment intéressant à voir. Je pense que justement, le jeu qui va devoir se faire entre les deux, et je pense que c'est là où on aura certainement des choses à redire quand on fera peut-être le bilan du jeu plus tard, c'est qui est en train d'avoir la main du gouvernail? Est-ce que c'est les marketeurs ou est-ce que c'est les devs et la team autour, etc. Et quand on sentira qu'il y a des affaires de gros sous qui vont commencer à se pointer, je pense que c'est là qu'on va commencer à sérieusement s'inquiéter. Pour l'instant, excellent point. les kiffeurs de jeux de combat, etc. ont l'air d'avoir la main, ils balancent les trucs, ils le font correctement. En plus de ça, tu sens qu'il y a une écoute quand même de la part d'un éditeur qui n'est pas habitué à ça, qui ça fait quand même 10 ans maintenant qu'ils se tapent les frères Canon, qui viennent les voir pour des meetings et tout et tout. Pour l'instant, c'est ok. Quand on risque de sentir que ça pointe et que ça se casse un peu la gueule et que derrière ils se disent oula, ça prend l'eau, il va falloir rapidement qu'on mette des billets pour écoper. Je suis extrêmement content que tu aies ramené ce point, Index. Parce que J'ai envie de croire que ça ne va pas arriver, ou alors qu'ils seront capables de retomber sur leurs pattes, parce que évidemment le poncif des éditeurs de dire oui, on pense avant tout aux joueurs et à la communauté. Bon, ça va, ça fait 20 ans qu'on se fait baiser. C'est extrêmement important pour nous que la communauté soit à fond. Oui, encore un peu de caviar, s'il vous plaît. Non mais j'entends bien sûr, mais l'équilibre, voilà, il y aura un équilibre, ça c'est une certitude, mais c'est vrai qu'il faut pas non plus oublier ce détail-là, qu'actuellement ils sont en mode regardez comme notre jeu il est bien, et effectivement le jeu il est bien, mais vous voulez pas payer le Season Pass à 100 balles? Voilà, Bon, voilà. Après, il faut aussi dire la vérité, c'est un jeu free-to-play, tu veux donner un soutien à l'éditeur, moi perso, si jamais j'arrive définitivement à consolider ma team, etc., oui, je vais mettre 20 balles dans des skins pour Warwick et des petites conneries et des petits machins. C'est évident. Et d'ailleurs, vous aussi, mesdames et messieurs, si vous kiffez le jeu ou si vous voulez que ça continue, hein, les joueurs d'Harry notamment, puisqu'ils vont vous mettre des centaines de skins de Gunner, c'est votre moment. Harry, c'est la nouvelle Chun-Li. Et quand Katarina va sortir, ça va être la même chose. Ah, ça va être encore pire. Ah bah. Ça va être encore pire avec Katarina. Ouais, bah bien sûr.